Oui, ça marche, c'est bon. Bon, merci pour les applaudissements. Bonjour à tous, je suis Lara Aurires, je suis fondatrice d'une start-up d'intelligence artificielle qui s'appelle Levia. Mais je suis ici avec ma casquette également de board member de France Digital. Je suis board member en charge surtout des sujets d'IA et de cybersécurité. France Digital, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse organisation de start-up d'Europe. Et on est là pour présenter avec Jérôme un rapport qui a été co-rédigé entre France Digital et Webstone sur l'élection présidentielle à venir et tous les risques, les menaces et les solutions qu'on peut trouver pour lutter contre justement ces menaces assez réelles. Alors je vais peut-être mettre quelques slides, c'est ça? Hop, je mets play. Ouais, parfait. Alors, les menaces sur les élections présidentielles, ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que ça existe, même bien avant l'arrivée d'Internet. C'était des menaces qui existaient déjà. L'arrivée d'Internet et surtout la digitalisation des campagnes électorales depuis les années 2000 ont évidemment accéléré ce phénomène. Et l'accélération digitale des technologies aujourd'hui, évidemment, accroît de plus en plus le risque de campagne en campagne. On peut penser notamment, alors je ne vais pas vous faire le récap, mais on peut peut-être penser notamment à celle de 2016, qui était la campagne entre Hillary Clinton et Donald Trump, qui a notamment montré une ingérence d'un pays tiers, des données ont été volées dans le cadre du parti d'Hillary Clinton, ont été révélées pour finalité de manipuler un peu l'information au profit évidemment de Donald Trump. Plus récemment également, les élections allemandes sont également sous le feu des projecteurs. Il y a des rumeurs sur des faits similaires qui pourraient menacer les élections qui doivent se tenir fin septembre et notamment à chaque fois le mode opératoire est le même, ce sont des données qui sont volées et qui ont pour but notamment de manipuler l'information et de créer du coup une certaine déstabilisation dans le processus électoral. Alors, quelles sont les motivations de ces attaquants? Alors, la première motivation, elle est évidemment financière. C'est une vol de données pour but de revendre. Hein, donc, clairement, c'est du recel de données volées. Autre façon de gagner de l'argent en étant cyberattaquant, c'est évidemment de faire du chantage, donc de bloquer des systèmes d'information, des logiciels en vue d'une rançon. Il y a également une motivation autour de l'espionnage qui a plutôt des effets à plus long terme. Là, l'idée est à nouveau de voler des données, faire une intrusion dans les systèmes d'information, capter ces données-là et ne pas, évidemment, la victime ne le sait pas à ce moment-là, conserver ces données et s'en servir à plus long terme pour déstabiliser. Et puis évidemment, ce risque très fort qui a un effet immédiat, qui est les risques de désinformation, de déstabilisation d'un pays en utilisant des données volées, des intrusions dans des systèmes d'information, afin là de faire basculer une élection présidentielle. Je vais te prendre la télécommande, merci Lara. Donc voilà, Lara a exposé les principales motivations des cybercriminels. On voit bien que la déstabilisation, ce sera celle qui sera vraiment au cœur, on le pense, des cyberattaquants. Et en fait, ce qu'on a fait dans cette étude, où on a pu rencontrer des partis politiques, on a pu échanger avec un certain nombre de décideurs, de médias, etc., on a cartographié l'écosystème qui fait vivre et va faire vivre ces élections. Et en fait, on le voit, cet écosystème, il est très diversifié, de très nombreux acteurs qui ont des tailles et des dynamiques de fonctionnement extrêmement différentes. Et finalement, quand on réfléchit sécurité des élections, souvent le premier réflexe, c'est on se dit ah ben le vote va pouvoir être modifié. Il va y avoir des attaques sur la crédibilité du vote. Et ça, c'est tout ce qu'on voit ici. Les systèmes du ministère de l'Intérieur en France qui vont consolider les résultats, les différents systèmes dans les bureaux de vote. Mais ça, finalement, quand on regarde concrètement sur le terrain, les risques majeurs, ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que ces systèmes de vote sont des systèmes qui sont assez centralisés, qui sont suivis par les autorités de très près. Et puis le vote en tant que tel, vous le savez, il est encore majoritairement papier en France. Et c'est finalement une forme de sécurité qui est très positive dans ce contexte. Et donc si on continue à regarder l'écosystème, on a évidemment les médias, les réseaux sociaux, qui peuvent être des cibles d'attaque pour relayer un certain nombre de choses, ou même publier des faux articles, par exemple sur un certain nombre de médias. On va avoir évidemment les instituts de sondage. Et là, quand on échange avec eux, on voit qu'ils ont des informations très confidentielles, parfois des informations sur des mesures qui vont être testées par les candidats, des choses où il va y avoir des tests d'opinion sur un certain nombre de questions qui peuvent d'ailleurs être très polémiques, qui ne veulent pas forcément qu'ils soient révélés. Donc on peut avoir aussi au niveau des instituts de sondage des potentialités d'attaque. Mais là où va se situer finalement le cœur du problème,
c'est bien au niveau des partis politiques et des équipes des candidats, évidemment, mais aussi de l'ensemble de leurs sous-traitants. Parce qu'il y a énormément de sous-traitants qui vont être mobilisés pour faire vivre ces élections, que ce soit des sous-traitants pour organiser les meetings, des sous-traitants pour organiser tout l'aspect numérique. Et donc ça représente un écosystème qui est un écosystème qui en plus est extrêmement dynamique et qui, quand on réfléchit à un parti politique, au final, un parti politique, c'est une petite PME, souvent l'équipe cœur qui fait vivre le parti politique. Ben, cette petite PME, en phase d'élection présidentielle, va devenir une structure de plusieurs milliers de personnes, avec tous les militants qui vont se mobiliser et qui vont rentrer aussi dans cet écosystème numérique. Et donc c'est bien ce que montrait l'analyse qu'on a faite, c'est que le risque va être majoritairement à ce niveau-là. Alors, on a identifié aussi 3 zones, finalement 3 familles de risques qui sont les plus dangereux, sur lesquels il y a le plus à agir dès aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment la crédibilité. On imagine des attaques et des capacités de diffusion de fausses vidéos. Évidemment, tout le monde parle des deepfakes. On a aussi mis le doigt sur l'étude sur le phénomène des cheapfakes. Alors, vous avez certainement entendu parler des deepfakes, c'est ces vidéos très bien faites qui usurpent l'identité de quelqu'un. Ben, la cheapfake, c'est la vidéo, vous savez, un peu dans l'ombre, la personne est 3/4 de dos, on a l'impression que c'est une vidéo volée, et puis on va lui faire dire quelque chose d'extrêmement polémique. Ben, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire, qui est en plus beaucoup plus difficile à démonter pour les équipes de campagne s'il veut dire non, non, c'est faux, et qui peut finalement avoir un niveau de dégâts qui est certainement plus important qu'un deepfake très très bien fait. Les diffusions de fausses informations, vous voyez bien de quoi on parle. Les manipulations de résultats de sondage, on en a parlé. Et évidemment, aussi les vols de comptes et les modifications de publication, que ce soit sur les sites politiques, sur les sites des médias. Parce que dès qu'on va finalement publier une information, même s'il est fausse, il va falloir énormément d'énergie pour derrière dire qu'elle était fausse, prouver qu'elle était fausse. Et ça va finalement consommer du temps aux différents interlocuteurs qui ne pourront pas avancer leurs idées, mobiliser leur écosystème. Donc ça, c'est voilà, vraiment le premier ensemble de risques à faire attention. On a évidemment la confidentialité. Confidentialité avec les fuites d'informations sensibles, les programmes, les mesures qui vont être réfléchies par les différents candidats, les fuites d'études et de sondages confidentiels. Les diffusions des sources des journalistes, qui peuvent être aussi quelque chose qui va fortement amener de la décrédibilisation dans les équipes. Et un sujet qui peut être très important, c'est les vols de données personnelles des militants. Vous savez que tous les partis vont lancer ou ont lancé des plateformes numériques qui vont concentrer l'ensemble des informations des militants pour pouvoir les contacter, pour pouvoir les faire agir. Et on imagine l'effet que ça pourrait avoir sur la mobilisation des militants si d'un seul coup toutes leurs données personnelles, leur identité, ce qu'ils ont fait pour le parti, étaient mis sur la place publique. Ça pourrait amener aussi une très très forte désorganisation. Et puis dans un troisième niveau, on a les risques sur l'accessibilité ou la disponibilité des différents systèmes. On peut imaginer des attaques en déni de service, évidemment, sur les plateformes numériques. C'est des choses qui sont malheureusement très très classiques et qui peuvent totalement se refaire dans ce contexte-là. Mais on peut aussi imaginer des attaques et des blocages de systèmes informatiques de type rançongiciel qui pourraient être ciblés, qui pourraient être volontaires, mais qui pourraient même être un peu involontaires. Vous vous souvenez, pendant les élections régionales, le scandale autour de la société Adrexo qui avait eu du mal à diffuser les différents documents, etc. Une de leurs réponses avait été de dire qu'ils avaient été victimes d'un ransomware. Et on peut aussi imaginer un prestataire d'un parti politique qui, victime d'un ransomware, ne va pas pouvoir rendre le service, voire peut-être pire, on peut imaginer en plein meeting d'ampleur, on sait que certains meetings ont fait gagner des candidats parce qu'ils ont su créer une dynamique très très forte, une attaque cyber en plein milieu du meeting qui fait arrêter la retransmission, qui interrompt le meeting pendant 2 heures, vous cassez complètement la dynamique. Donc il y a un vrai risque aussi à ce niveau-là. Alors ça, c'est les différentes familles de risques. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est la temporalité dans laquelle on va se situer. La temporalité des élections, vous le savez, il va y avoir les votes qui vont avoir lieu au mois de mai de l'année prochaine, et c'est vraiment là où on aura les différents résultats. Et ce qu'on voit, par contre, dans l'histoire de tout ce qui a pu se passer avant sur les différentes cyberattaques qui ont touché des différents partis, on se souviendra des Macron Leaks en France, par exemple, en 2017, c'est souvent que les phases de désinformation majeure, de publication de documents, elles arrivent tard dans la campagne, pour justement faire mal au dernier moment, là où c'est crucial. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que pour arriver ici à délivrer, à rendre public des informations,
l'attaque, elle a commencé bien avant. Et ce qu'on voit, c'est potentiellement des opérations de prépositionnement qui peuvent commencer dès maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment ce besoin d'agir maintenant sur ce sujet. Lara a évoqué l'Allemagne, hein, qui a mis publiquement en cause la Russie pour des attaques qui ont eu lieu sur le Parlement afin de voler des documents et donc potentiellement de déstabiliser leurs élections qui, eux, vont avoir lieu en septembre, fin septembre. Voilà, donc c'est vraiment cette temporalité qui est assez particulière dans l'élection et qu'il va falloir accompagner. Alors là, on vous a peut-être fait peur, on vous a montré tous les risques. Ce qu'on voulait aussi avec France Digital, c'était bien dire qu'il y avait des solutions, que tout ça n'est pas une fatalité et que tous les acteurs peuvent s'organiser pour justement sécuriser au maximum l'élection. Alors évidemment, on est tous des spécialistes du domaine, on sait bien que la sécurité à 100%, ça n'existe pas, mais en tout cas, on peut faire des choses pour diminuer la probabilité d'occurrence d'attaque. Je suis allé un slide trop loin. Et ces choses, par exemple, c'est déjà s'organiser. Avoir un responsable cybersécurité identifié dans chaque partie, chez les différents sous-traitants, l'exiger dans les contrats de ces différents fournisseurs, ça c'est une mesure de base qui permet déjà de savoir, d'avoir quelqu'un en charge. On peut évidemment penser à protéger ses communications et ses données. Moi j'adorerais que chaque parti politique, justement pour l'équipe du candidat, crée une bulle sécurisée d'échange qui lui permette d'avoir un niveau de confidentialité qui soit plus important et des outils qui soient différents que ceux qui sont utilisés pour mobiliser les militants, par exemple. Il y a la logique de solidifier son système d'information, de bien penser à appliquer les différents correctifs. Là, je prêche forcément des convaincus, mais ça, on sait que c'est quelque chose qui, dans la rapidité d'action d'une campagne et dans lesquelles les équipes en charge du numérique sont souvent très ténues, peut représenter des difficultés. Il faut aussi se préparer à détecter et à réagir en face de ces attaques. Là, ce qui est quand même intéressant et ce qu'on peut souligner, c'est que l'État se met aussi au service des partis politiques. L'ANSSI a prévu d'échanger avec les différents partis et que ces différents partis politiques, en cas d'attaque, peuvent, s'ils le souhaitent, pour des raisons évidemment d'indépendance, faire appel à l'Agence nationale pour des conseils, voire un certain nombre d'interventions. Et puis, il y a le besoin, comme le font aujourd'hui, vous l'avez vu, la plupart des médias, de se préparer à contrer la désinformation et donc d'avoir des gens qui soient spécialisés dans cette analyse et qui permettent d'être efficaces au moment où ça arrive et de ne pas perdre cette énergie que j'évoquais jusqu'à présent. Donc, en plus de sortir ces différents constats avec France Digital, ce qu'on voulait, c'est aussi montrer que derrière l'élection présidentielle, c'est certainement un des moments où la souveraineté est la plus importante à l'échelle de notre pays et qu'on a un écosystème en France de start-up, d'acteurs qui sont prêts à se mobiliser pour sécuriser cette élection. Et que ça ne soit pas une fatalité de devoir utiliser des solutions d'autres pays pour arriver à sécuriser nos différents systèmes. Et sans faire de pub absolue sur les différents éléments que je vous disais, il y a par exemple des startups comme Buster.ai qui permettent de vraiment contrer cette désinformation, d'analyser l'information. On peut imaginer aussi sur la protection des communications et des données. Je suis sûr que vous avez entendu parler d'eux. Ils ont gagné le prix du FIC l'année dernière, la startup Olvid, qui va faire un système de messagerie instantanée. Où on a encore Shedline ou beaucoup d'autres qui proposent ces espaces de sécurisation, de travail collaboratif sécurisé, indépendant et souverain. Et c'est ça qu'on a besoin de mettre en œuvre dès aujourd'hui. On a d'ailleurs fait une recommandation dans le rapport qui serait d'arriver à extraire des frais de campagne toutes les dépenses liées à la cybersécurité. Parce que c'est vrai qu'une dépense liée à la sécurité ne va pas forcément faire gagner directement des voix. Par contre, évidemment, ne pas le faire peut en faire perdre. Mais on estime que ce serait un mouvement intéressant et important que de ne pas compter dans ces fameux frais de campagne toutes les dépenses liées à la cybersécurité. Alors je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul sans arrêt. C'est peut-être pour me dire que c'est la fin. Mais en tout cas, voilà, c'était le dernier slide. J'espère que vous avez eu le temps de voir le QR code. En flashant le QR code, vous avez accès au rapport et vous aurez en dessous des 10 risques identifiés à chaque fois des éditeurs de logiciels, des startups permettant de répondre à ce problème-là. Donc je vous invite à télécharger le rapport pour avoir déjà accès à ce mapping de cet écosystème des 150 startups françaises de la cybersécurité, puis en plus le classement qui a été fait par Webstone et France Digital en dessous de chaque risque des éditeurs de logiciels permettant de répondre aux questions. Merci à tous. Merci pour votre attention et on est à votre disposition s'il y a des questions.
Merci, messieurs, dames. Attendez, peut-être que quelqu'un a une question? Je me permets. Oui, oui, non, mais une minute. S'il y a une question, on va quand même... Non? Personne n'a de questions? La présentation a été très claire, c'est vrai. Oui. Regardez, bien sûr. Allez, une. Hop. Vous l'avez un peu évoqué, mais finalement, et le vote électronique? Alors je dirais que sur le vote électronique, il ne faut pas y aller trop vite. Parce qu'on connaît les fragilités et les difficultés à sécuriser ce nombre de systèmes. Les différentes études et les différentes démonstrations au fil des années ont montré qu'il y avait quand même un nombre de limites très rapidement atteintes. Et donc on l'a légèrement évoqué en disant que le vote papier était quand même certainement une des mesures de sécurité les plus importantes par rapport à la crédibilité des résultats. Et donc voilà, on n'est pas du tout dans la recommandation du vote électronique pour l'élection présidentielle aujourd'hui. On est plutôt le pied sur le frein, on va dire. Très bien. Est-ce que vous avez, je me permets une autre question rapidement. Est-ce que vous avez déjà contacté les partis politiques pour leur faire état de ces préoccupations et qu'ont-ils répondu? Est-ce qu'il y a différents niveaux de prise de conscience ou pas? Oui, on a eu l'occasion d'échanger avec plusieurs partis politiques dans le cadre de cette étude et on voit quand même une hétérogénéité très très forte entre les différents partis. À la fois sur je pense que la prise en compte du risque est quand même présente. Par contre, dans la capacité d'action ou la capacité à se mobiliser autour du sujet, il y a une vraie hétérogénéité. Alors, je ne donnerai pas de nom.